Cari telespettatori, benvenuti a un'altra puntata di Sportivi a 360 gradi. Io stasera avrò il piacere di avere con me un giocatore, diventato anche lui assistente allenatore, Alassane Tounkara. Vedrete un programma stasera probabilmente direi di estranei? Ma più stranieri che Stranieri, strani, esatto, la parola esatto. giusta è È stranieri, ma sì. stranieri per modo di dire perché come sai il calcio accomuna un personaggio brillante, Alassane, altrettanto il mio invitato, sto parlando di un avanguardista dei mezzi di comunicazione moderni, il blogger, si dice così oggi, del futer.com, Arcadio Marcuzzi, argentino di origine, quebecchese di adozione, ma con radici e sangue italiano. Molto bello. Allora, ecco, hai detto proprio giusto Marco, perché al giorno d'oggi ci si deve far parte di questi nuovi mezzi di È comunicazione. un mondo globalizzato, È non globalizzato abbiamo scelta. e blogalizzato. Blogalizzato soprattutto. Allora si continua con Sportivi a 360 gradi dopo questa breve pausa. Non andate via, torniamo tra poco. Eccoci allora a Sportivi a 360 gradi, stasera si parla di calcio, però calcio a livello universitario, perché ho con me una persona che si occupa di calcio con un'università qui a Montréal, l'Université du Québec a Montréal, che hanno, anche se non hanno un campo proprio nel loro campus, hanno una squadra di calcio universitaria e questa squadra si chiamano i Citadins dell'Université du Québec a Montréal e ho con me un ex giocatore di questa squadra che adesso invece è allenatore, assistente con la squadra, Alassane Tounkara. Alassane, bienvenue à notre émission. Merci. Je pense que tu as compris sensiblement pas mal tout ce que j'ai dit à nos Oui, téléspectateurs, absolument. parce Oui, que je sais tout que ton mon- italien tout est mon quand parcours, même... tu oui, l'as tout le monde décrit, parle un puis- peu d'italien, Ben oui. donc c'est ça. Exactement. Alors, Hassan, on va parler de ta carrière comme assistant coach en premier, parce que plus tard dans l'émission, on va parler aussi de ta carrière comme joueur, comme assistant coach pour l'équipe des Citadins. D'abord et avant tout, faire la transition, est-ce que c'est quelque chose qui est facile ou difficile à faire? Mais c'est sûr que c'est un défi. Et qu'est-ce que ça comporte? C'est un défi, effectivement. C'est un gros défi en ce sens que on pourrait bien côtoyer des gens qui étaient nos partenaires. Oui. Puis, d'un moment ou l'autre, ben, on se retrouve dans une position de, on va dire, pas D'autorité, mais quand même où il faut faire une fissure entre le moment où on était des coéquipiers, Oui, à partir du moment oui, où aussi je exactement. deviens un coach. Et le rôle de joueur est complètement différent du rôle d'entraîneur. Absolument, absolument. C'est deux mondes complètement différents parce que quand tu es un joueur, alors tu t'occupes de ta personne. Si tu es un peu généreux, ben, tu t'occupes de tes coéquipiers. Et quand tu es un coach, ben, tu as 20, 22, 23 bonhommes auxquels il faut penser. Donc, à partir de ce moment-là, on va dire les individualités sont moins utilisées. Exactement. Il faut que tu penses au groupe. Exactement. Ça, c'est un gros défi pour Et pour l'UQAM, coacher. est-ce qu'au niveau, peut-être même pas seulement pour l'UQAM, mais en général pour le soccer universitaire, est-ce que c'est difficile de recruter des bons joueurs? Je dirais que avec le système aujourd'hui où le soccer est en train de se développer de plus en plus au Québec, Énormément. c'est pas là qu'on vit le plus de difficultés. Okay. C'est vrai qu'il y a quelques années où si tu voulais aller chercher des joueurs de haut calibre, alors on regardait beaucoup en Europe, notamment en France, où il y avait une grosse colonie, mais étant donné que beaucoup de Français choisissent le Québec pour les études. Exact. Donc on pouvait utiliser cette filière. Il y avait un bon potentiel, si on veut. Exactement, on pouvait utiliser cette filière, mais avec certains règlements, à un moment donné, où on essaie de mettre de plus en plus l'emphase sur des joueurs et des jeunes d'ici,
Donc, toutes les universités se tournent de plus en plus sur ce côté-là. Et on va dire que ça se passe assez bien parce qu'il y a une bonne formation au niveau du soccer qui se fait au Québec, ce qui fait que les universités en profitent beaucoup. Et les joueurs qui jouent pour les équipes universitaires, comme ceux des Citadins, bon, il y a le Rouge et Or qui a une équipe, McGill, tout le monde a des équipes. Est-ce que ces joueurs-là, en même temps qu'ils jouent pour l'université, jouent aussi pour des ligues, si on veut, compétitives? Oui, là, on rentre en compte les clubs civils, Oui. surtout l'été. Alors, il y en a qui vont se retrouver en Ligue élite. Et depuis 2 ans maintenant, on a ce qu'on appelle la Ligue semi-pro, donc qui regroupe, on va dire, les meilleurs joueurs de soccer senior au Québec. Donc oui, donc pendant l'été, les joueurs vont se retrouver dans ces circuits. On retrouve aussi des ligues locales, alors que ce soit la Ligue africaine où on va retrouver des joueurs africains, Oui. ou aussi des joueurs de partout dans le monde. On a la Ligue haïtienne, on a des ligues jamaïcaines, des ligues latino, tout Oui, ça. Donc, exactement. tout le monde va Toutes les retrouver communautés quelque part pour jouer. ont leur ligue. Exactement. Puis lorsque le circuit universitaire commence, ben là, on va faire une transition tranquillement pour cette compétition aussi. Très intéressant, Hassan. On va aller à certaines images qu'on a ici. Là, on a des matchs qui sont en train de se jouer. Ça, c'est un arrêt d'un gardien, hein, évidemment, le vôtre. Oui. Les Citadins. Où est-ce qu'ont lieu les parties des Citadins? Les Citadins jouent au stade Saputo, pas sur le grand stade, mais juste à côté, on a une magnifique pelouse qui vient d'être elle est toute neuve, donc en collaboration avec l'Impact et Saputo. Donc, nous, c'est une belle visibilité parce que accessible. Ensuite, le stade Saputo, ben, quand on parle de stade de soccer aujourd'hui au Québec, ben, c'est la référence. C'est une référence. Exactement. Donc, nous, on est bien content de ce partenariat qui est tout nouveau et on espère. Quand tu dis tout nouveau, c'est à partir de cette année? C'est cette année qu'on a signé. Et avant, vous jouiez? Ben, avant, l'UQAM, il faut le dire, on n'a pas un terrain de soccer approprié parce que c'est très difficile en termes logistiques. Donc, on s'est retrouvés, on a joué un peu partout. On a joué au Stade Uniprix pendant un temps, aussi à l'école Bois de Boulogne sur Henri Bourassa. Dans la ville, oui. Oui, Henri Bourassa, c'était notre dernière demeure. Alors, on a un peu sillonné les terrains Et cette année, au Québec. Et cette année, on a vu, parmi une des photos, il y avait la finale, semi-finale en fait, où l'UQAM a affronté le Rouge et Or. Donc, c'était quand même une bonne année pour l'équipe des Citadins cette année. Absolument, absolument. Pour une équipe en reconstruction, en transition, parce qu'on avait aussi perdu beaucoup d'anciens. OK. Alors, le défi est toujours là-bas quand tu remets une équipe de ce genre en place pour voir jusqu'où, on va dire, la sauce va prendre. Exact. Donc, nous, on a été quand même agréablement surpris par la qualité. C'était majoritairement des jeunes, des premières, deuxième années dans l'équipe de cette année? Oui, beaucoup de jeunes qui vont probablement jouer 3, 4 autres années, donc pendant tout leur cycle universitaire. Donc, exactement. Donc, c'est assez de bon augure. On se retrouvait par la force des choses à jouer une demi-finale en Québec. On en est bien content. Assolutamente. Allora Hassan ci spiega che a livello universitario ho fatto la domanda nel senso che se c'è una difficoltà a andare a prendere dei giocatori per venire a giocare a livello universitario. Come dice lui, evidentemente la Francia, che ha una grande immigrazione qui, aumenta, se vogliamo, il bacino di giocatori dei quali si può andare a prendere per giocare qui. Una volta si poteva andare a prendere giocatori che venivano un po' da altri paesi, ma soprattutto si cerca di limitare, a causa di certi regolamenti, il fatto di prendere estranei e quindi cercano di dare anche lo spazio ai giocatori locali. I giocatori, anche loro, quelli che sono all'università, certi giocano anche nelle leghe elite, se vogliamo,
E questo non può fare altro che aiutare la squadra, evidentemente, perché il livello tecnico di certi giocatori è molto più elevato se giocano per queste leghe elite. E quest'anno l'UQAM, i Citadins, sono andati proprio in semifinale contro l'Université di Laval, le Rouge et Or, effettivamente, e sono arrivati a questa semifinale per la prima volta. C'était la première fois qu'on arrivait en demi-finale avec les Citadins. Non, c'était pas la première pas la fois, première. mais l'année passée aussi, on était en demi-finale, perdu oui. contre Trois-Rivières, qui était Donc finalement champion québécois. Ça prend juste Exactement. On essaie de passer ce palier-là Ouais. et qui va nous permettre. Et en tant qu'assistant d'atteindre le sommet. coach, la prochaine étape, évidemment, peut-être c'est coach, entraîneur-chef. Qu'est-ce que ça va prendre pour aller encore plus loin dans tes duties, si on veut, d'entraîneur? Il faut continuer à passer les diplômes, ça reste important. Mais Oui, parce qu'au niveau universitaire aussi, il y a des grades à passer. Oui, définitivement, mais je suis bien content de l'endroit où je suis. Je suis avec un coach, Christophe Duterte, qui m'a beaucoup appris dans le monde du football, puis qui me permet de progresser encore. Donc, c'est sûr que c'est un avantage de se retrouver dans un environnement comme ça. Alors, on continue la progression, puis c'est un sport qui s'apprend aussi, comme pas mal de choses dans du vécu tous les jours. Donc, Et si Hassan Tounkara doit donner un conseil à des jeunes qui veulent arriver à certains niveaux dans une équipe universitaire ou même élite, quel genre de conseil est-ce que tu peux donner à ces gens-là? Ça part par la passion, c'est le c'est le point d'ancrage. Oui, alors, exact. si vous avez la passion, la rigueur, parce que c'est facile de tomber aussi dans la facilité, il faut éviter ce piège-là. De la rigueur. Le talent ne suffit pas. Non, il ne suffira pas parce qu'on a besoin de rigueur. Donc, le talent combiné à la rigueur, bien, ça nous permet de toucher ou de frôler l'excellence. Donc, si j'ai un conseil à leur donner, c'est vraiment vivez votre passion et allez jusqu'au bout. La rigueur, allez jusqu'au bout. Ne jamais dire j'aurais dû. Non, Exactement. Alors, exactement, ça c'est le piège à éviter. Hassan, merci pour ces conseils. Reste là, on va continuer avec toi plus tard dans l'émission. Allora, non andate via, dopo questa breve pausa si continua con Sportivi a 360 gradi. Ben ritrovati cari amici, Sportivi a 360 gradi vi dà una bella cura di calcio molto spesso, sapete quanto ci teniamo e sapete anche quanto siano diversi i protagonisti. Ebbene, stavolta ospitiamo un amico caliente perché le sue origini sono italiane, ma in realtà nato in Argentina. Sto parlando e sto hablando con Arcuzzi, anzi io lo chiamo così perché è simpatico chiamarlo così, Arcadio Marcuzzi. Arcadio, bienvenue à cette nouvelle disons, émission qui parle de sport et surtout qui parle de soccer. Buonasera, grazie mille. Eccoci qua, questo è l'inizio italiano di Arcadio. Arcadio, je sais que tu viens de l'Argentine, mais tes origines sont évidemment italiennes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Oui, bien sûr. Je suis né en Argentine. J'ai émigré au Québec avec ma famille en fin des années 80, en 89, à 9 ans. Donc, d'une famille, évidemment, comme beaucoup d'Argentins, d'origine italienne, mélangée avec espagnol, portugais. Mais je porte le nom de famille de mon arrière-grand-père qui est né dans l'Udine, à Vitodacio, dans le nord de l'Italie, Marcuzzi. Donc, c'est une fierté, en fait, parce que... T'es fier de tes origines italiennes, je veux Oui, dire. tout à fait. Mais on a toujours... ça a été une valeur qui nous a été inculquée là, dans la famille, de valoriser nos origines, parce qu'on a été des bâtisseurs aussi dans ce pays-là. Tous les immigrants italiens qui sont venus, pour la plupart, étaient impliqués dans cet élan de construction aussi de l'Amérique du Sud en général, l'Argentine notamment. Donc, c'est quelque chose qui est très gratifiant quand on regarde le passé, puis on se dit qu'on veut transmettre ça aussi aux prochaines générations.
Je vais te porter sur le dualisme Argentine-Italie, sur le niveau soccer ou Oui. calcio, comme on dit chez Calcio. nous, mais on y arrivera à ça. Au football. Là, voilà, football, on a beaucoup de choix, mais on parle du même sport. Comment tu t'es passionné, en quelque sorte, comment tu as commencé à suivre le ballon, hein? Comment, pourquoi, c'est difficile à expliquer. Je pense que quand on vient de l'Argentine ou l'Italie, on vient avec la chip à l'intérieur. Hein. Déjà installé. C'est Elle est là. automatique. Je pense que ça a été une passion depuis très jeune. Moi, quand j'avais 6 ans, c'était 1986, donc la Coupe du monde du Mexique où Maradona a brillé par ses exploits. Donc, mes premiers souvenirs de soccer, c'est cette Coupe du monde-là avec son but incroyable contre l'Angleterre, là, qu'il a déjoué tout le monde pour marquer le but du siècle. En quelque sorte, c'était Ouais, le but du siècle. Absolument. Le même match, la main de Dieu. Donc, Oui. c'est des souvenirs incroyables. Ça s'est passé à l'histoire, hein. Il n'y a rien à Exactement. faire d'une façon ou de l'autre. D'une façon ou d'une autre. Et cette dernière Coupe du monde aussi que l'Argentine a remportée, qui commence à faire très longtemps aussi d'ailleurs, contrairement à l'Italie qui Un va petit peu très trop. bien. Ben, un petit peu trop à mon goût, là, absolument. On aimerait au moins se rendre en finale. L'été prochain au Brésil, on croise les doigts, mais bon, tout ça pour dire que oui, le foot, le calcio, c'est dans nos valeurs. Hein. Une Donc, passion que tu as héritée de ta famille, de tes parents, de ton père ou quoi? Oui, absolument. On a toujours été très, très portés sur le foot là, en Argentine. C'est sûr que je suis venu très jeune ici, mais cet intérêt-là, cet amour-là était déjà bien ancré. Donc, peu importe, si je regarde en arrière en 89, le football, c'était pas encore aussi populaire qu'aujourd'hui ici. Mais j'ai toujours réussi à suivre. Je me rappelle, mes grands-parents, mon grand-père, il m'envoyait par la poste avant l'Internet. À ce moment-là, c'était Ouais, il m'envoyait les ça la revues, communication. c'est ça, il m'envoyait les revues de soccer d'Argentine, il me tenait au courant. Donc, je suis toujours resté branché à l'actualité du soccer de là-bas. Puis maintenant, évidemment, avec l'Internet et tout ça, c'est beaucoup plus facile, ça s'est ouvert. Et puis, je pense que ça profite beaucoup à l'essor du sport à la grandeur de la planète. Justement, cette passion s'est transformée dans une réalité, hein, dans la communication moderne. Tu as parlé d'Internet. Et sur Internet, en général, si on veut considérer le web comme la plateforme dans laquelle on se retrouve un peu tout le monde, il y a aussi la possibilité de choisir ton blog qui s'appelle lefooter.com. Comment tu as décidé de rentrer dans ce monde? Je pense que c'était inévitable quand je regarde un peu avec le recul parce que j'ai toujours eu un grand intérêt pour les communications, le journalisme et le sport, évidemment. Donc, à un moment donné, à la croisée des chemins, là, quand j'arrivais vers la trentaine, j'ai dit, je veux vraiment vivre cette passion. Moi, j'ai étudié en marketing, puis j'ai travaillé dans le milieu, mais c'était vraiment les communications, le journalisme qui m'appelait. J'ai toujours aimé écrire aussi, donc ça a été un peu... Tu as mélangé un peu tout ça. Exactement. J'ai dit, bon, mais le blog, je vais commencer un blog sur quoi? Ben, le foot, hein? Voyons donc. Oui, puis aussi, c'est parce que le soccer aussi, au niveau médiatique au Québec, on le sait, c'est pas, il n'y a pas la couverture qu'il mérite. C'est pas la hit en ce moment, mais quand même. Exactement, dans les médias Il y traditionnels. a une croissance. Mais la croissance, elle est là. Je pense que le timing était excellent pour commencer quelque chose aussi dans le web par rapport au soccer. Et puis le blog, le Footer, est né en début de l'année 2011. Et ça va faire 3 ans bientôt et ça, écoute, l'évolution est très belle. Et il est né avec un slogan bien précis, hein? Tu l'as crié avant de rentrer en onde. Je le Tu peux le répéter. haut et fort, c'est ta source indépendante de contenu foot. Alors, Pourquoi source indépendante du foot? ben, en fait, parce que moi, je valorise beaucoup le fait d'être un média indépendant par rapport aux grands médias traditionnels. Premièrement, comme je disais tout à l'heure, je trouve que à quelque part, on ne fait pas assez notre travail, je pense, du côté des grands médias pour couvrir le foot, autant local qu'international. Oui, il y a une belle évolution, mais nous, on est là pour leur dire que c'est pas assez. Je pense que c'est... Peut-être autant que passionné, oui, ce n'est pas assez. Absolument, absolument. Puis les gens se retrouvent beaucoup aussi. Quand je dis les gens, je parle des amateurs de soccer du Québec et du Canada aussi, qui trouvent que la couverture est un petit peu... il manque un peu de profondeur et tout ça, mais bon, c'est en train d'évoluer. Je pense qu'on fait partie aussi de ce changement et puis ça fait plaisir de
de faire partie de cette nouvelle réalité médiatique et aussi pour le sport. Ton intérêt sur le soccer s'est dirigé inévitablement aussi sur l'Impact de Montréal. Surtout, on s'est vu toute la saison, chacun dans son rôle, chacun dans son média. Je commençais à m'ennuyer de toi aussi Voilà. depuis la fin de l'année. Oui, c'est fini depuis quelques temps, mais bientôt on va se familiariser avec cette réalité grandissante. Suivre l'Impact, c'était un défi, c'était un plaisir, c'était un problème, c'était quoi? Un défi et un plaisir, je dirais, parce que au début, comme un petit média qui naissait, dans la première année, j'ai essayé de m'accréditer avec le club. Au début, évidemment, on ne m'avait pas répondu. Bon, c'est normal, non, mais ça fait partie du processus. On ne peut pas être tous là, c'est parce qu'on aime le soccer puis parce qu'on en parle. Mais bon, tranquillement, pas vite, on a travaillé. J'ai réussi à m'accréditer avec le club au milieu de la dernière saison de l'équipe en NASL, donc avant le saut en MLS en 2012. Et puis, j'ai pu suivre justement cette évolution vers la Grande Ligue nord-américaine. Ça a été une expérience incroyable. Donc, oui, un défi au début. Maintenant, c'est un grand plaisir et toujours un défi aussi de rester à la hauteur de ce challenge-là puis d'offrir un contenu de qualité, une couverture de qualité pour un produit de qualité. Arcadio Marcuzzi, un personaggio che, come avete potuto capire, è davvero semplice e appassionato nella sua complessità, un ragazzo che ha origini italiane che vengono da lontano, che si è attaccato subito al calcio per passione familiare, per voglia di scoprire questo sport meraviglioso, poi il trasferimento da un paese all'altro, insomma dal profondo sud del continente americano al freddo nord qui in Canada, in Quebec, a Montreal, la scoperta di un ambiente nuovo, la voglia di entrare con la sua formazione, che non è stata soltanto nelle comunicazioni ma anche nel marketing, dicevo, in un pianeta affascinante come quello del web, dell'internet, e la creazione di un blog che si è ritagliato il suo spazio importante all'interno di questa competizione, nella compétition. Arcadio, je fais un résumé un peu de ce qu'on a dit jusqu'à présent. Tu as parlé d'un défi et d'un plaisir en même temps. Alors, si on va synthétiser la saison de l'Impact, c'est quoi qui ressort? Plus de plaisir ou plus de déception? Ça a été, c'est sûr qu'en tant que journaliste, on essaie de rester neutre, hein? Mais c'est très difficile parce qu'on est passionné du sport, on aime aussi l'équipe. On ne veut pas, l'Impact, c'est notre équipe, on veut qu'elle se rende loin. Et puis, écoute, ça a été une saison qui a bien commencé, hein, qui nous a permis de rêver un peu. On est parti tout de suite avec en force, oui. En force. C'était bien, oui. Écoute, jusqu'à la moitié de l'année, le championnat canadien, après on connaît la suite, malheureusement, ça ne s'est pas bien terminé. On a réussi à faire les séries, mais la glissade était déjà commencée, on n'a pas pu l'arrêter. Mais je retiens en tout et partout que ça a été quand même positif. Malgré la fin un peu désastreuse. Mais on va reprendre le discours bientôt parce qu'on est arrivé à la pause. Ci ritroveremo tra qualche istante con la pausa per informarvi diversamente e poi saremo di ritorno con la seconda parte con Arcadio Marcuzzi e il suo blog, ma parleremo di calcio in generale. Nelle immagini che ci riportano in diretta con questa intervista insieme ad Arcadio Marcuzzi, ideatore, giornalista e ideatore del blog lefooter.com, abbiamo visto diverse immagini dell'Impact di Montreal. Abbiamo chiuso la nostra prima parte proprio parlando della nostra squadra, di questa splendida metropoli che ci ha regalato grandi soddisfazioni, grandi speranze all'inizio del campionato e che poi via via è inciampata in una serie di situazioni
difficili, rischiose, dalle quali purtroppo non si è usciti vincenti, tra virgolette. Je vais dire tout simplement, je pense que tu as compris assez le contexte de ce que je viens de dire. Oui, c'était une saison qui était en quelque sorte, qui avait débuté de façon très intéressante, mais qui nous a vu descendre, comme tu as dit, glisser vers la fin avec des difficultés peut-être, à ton avis, imprévues ou bien qui cachaient d'autres situations? C'est difficile à dire. On essaie de regarder ça dans l'ensemble comme saison. Le début de l'année, comme on a dit, au-delà de toute attente, qui est venu s'égaliser aussi vers la fin avec cette chute libre. Donc, une saison, disons, on pourrait dire, en tout et partout, moyenne, avec le recul. Bonne ou très bonne pour une équipe de deuxième année aussi dans la Ligue qui a réussi à se qualifier pour les séries, ce qui n'est pas un mince exploit, mais je pense que la glissade, en fait, a été causée un peu par un manque de profondeur au sein de l'effectif. Je pense qu'on a mal fait tourner les joueurs. Une gestion difficile. Une gestion difficile, en fait, parce que je pense que ce qui a joué beaucoup de ce côté-là, c'est le fait que Marco Chalibom, en début d'année, lui, est sur un contrat d'1 an avec, disons, l'obligation de rentrer dans les séries pour renouveler. Alors, lui, en début d'année, il met tout le maximum de ses potentialités. Exactement. Il presse le citron au maximum. Il n'utilise pas nécessairement les plus jeunes. Et alors, les plus vieux, rendus aux 2 tiers de la saison, il n'y avait plus de jambes. Moi, je pense que ça a été une des raisons pour lesquelles l'Impact a glissé. Mais ce n'est pas la seule, ça c'est certain. Il a manqué un petit peu de cohésion vers la fin et des décisions tactiques qui n'ont pas été à la hauteur. Et des joueurs aussi, des performances individuelles qui ont été décevantes. Ça fait en sorte que on a connu la fin d'année qu'on a connue. Mais d'autres aussi marquantes. Si on pense à Marco Di Vaio qui était exceptionnel dans ses performances, dans son rendement à la longueur du championnat. Si on pense aussi à un grand champion qui nous a quittés justement cette année avec cette saison, avec cette expérience nord-américaine, je parle évidemment d'Alessandro Nesta, il va beaucoup nous manquer. Et aussi, disons, de quelque façon, moi je pense que dans ce contexte, nous a manqué aussi l'apport de Nelson Rivas. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que moi, je pense que lui, s'il n'aurait pas eu autant de malchance dans sa condition physique, il aurait pu donner son appui à l'équipe. C'est certainement Nelson Rivas, avec son expérience, avec son style de jeu aussi, très, très physique, taillé sur mesure pour la MLS, aurait pu aider l'Impact grandement cette saison, surtout avec les difficultés défensives qu'on a eues, avec un Alessandro Nesta grand, comme d'habitude, mais fatigué aussi en fin de carrière. Donc, c'est sûr que Nelson Rivas aurait pu aider. Même Matteo Ferrari, Assoum Camara, Brovski ont été surtaxés cette année. Les jeunes Tissot, Ouimet, Lefebvre sont venus en renfort, mais à la fin de la saison. Du 109. Du 109, c'est bien, mais je pense que Nelson Rivas, avec son expérience, aurait pu amener autre chose, ça c'est certain. Stiamo commentando in qualche modo il campionato dell'Impact sul seguito di quello che abbiamo detto concludendo la prima parte. Secondo Arcadio Marcuzzi l'equipe ha mancato forse in generale una gestione poco oculata delle risorse a disposizione, una rosa limitata e le performance di qualche giocatore che non ha resistito fino in fondo per motivazioni differenti, per ragioni diverse, come il rendimento di Alessandro Nesta che insomma a fine carriera ha dato un grande apporto ma che risentiva dell'età, un'età che si risente soprattutto nelle gambe e non nello spirito. Quelle sorte d'entraîneur? On a dit quelques mots avant, tu as commencé à parler un peu de Marco Chalibom. Après cette année, est-ce que toi, tu penses que ça vaut la peine de confirmer Marco sur le banc de l'Impact de Montréal? Moi, je crois que la continuité serait une bonne chose. Au-delà du fait que ce soit Marco Chalibom, je pense que d'avoir un entraîneur qui reste pour amener une certaine stabilité au sein de l'effectif, au sein de la direction qu'on prend sportivement, ça serait important.
de se retrouver avec un troisième coach à la troisième année en MLS, je pense pas que ça enverrait un bon signe de stabilité. De continuité. De continuité. Donc, de ce côté-là, je pense que ça serait important. Marco Chalibom doit faire une introspection aussi par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, la gestion d'effectifs, la façon de gérer certains matchs, les changements, et tout ça. C'est des détails, mais des détails importants, je pense, qui ont fini par nuire à l'Impact. Et ça reste à voir. Mais je crois que la base est bonne. La base, elle est là. Je pense que Mauro Biello aussi a fait un excellent travail. Philippe Lafroy aussi. Donc, dans le staff d'entraîneurs, je pense qu'il y a une bonne cohésion. Il faut la travailler, mais il faut lui donner une chance encore. Il ne faut pas oublier qu'on est seulement à la deuxième année de l'équipe en MLS. La troisième qui commence bientôt. Je pense que l'heure est à la réflexion, mais il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas jeter le bébé. Il ne faut pas paniquer non plus. Non, exactement. Là, je te donne un petit jeu à faire parce que tu suis, disons en quelque sorte, le soccer, le foot, le calcio, appelle-le comme tu veux, un peu de partout. Alors, si je te dis le championnat argentin, un mot, comment tu peux le définir? Bonne question. C'est difficile parce qu'il y a la raison et la passion qui parlent en Comme même toujours, temps. il y a la tête, il y a le cœur. Ouais. Le championnat argentin, je dirais blessé. Blessé. Ouais. Blessé, oui. Le championnat italien. Grandissant. Le championnat anglais. Classique. Classique. Le Classique. championnat français. Stagnant. Stagnant. T'es un peu méchant avec le... Ben ouais, mais en même temps, je veux dire, le niveau de jeu et tout, il s'améliore, mais c'est... Il n'a pas encore fait le saut de qualité, hein? On n'a pas grimpé encore. Mais il y a 3 équipes qui dépensent beaucoup, mais le reste reste au même niveau, donc stagnant. Espagnol, d'Espagne. Espagnol, c'est intéressant comme jeu. Hein? C'est difficile dans un mot, ouais, c'est vrai. en un mot, mais non, mais le championnat espagnol, je dirais potentiel. 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 Donc, il peut encore grandir. Il peut encore grandir. En fait, ce qu'on lui reproche souvent, c'est cette lutte tout le temps à 2, 3 équipes parfois, donc le Real, le Barça et les autres. On s'arrête au championnat allemand. Oui, le championnat allemand, je pense que c'est l'avenir. 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 C'est un exemple pour les autres. Un exemple pour les autres, tant au niveau sportif qu'économique, la façon dont les clubs sont gérés, un fair play sportif, un fair play économique dont vraiment les autres ligues devraient vraiment s'inspirer. Questa è stata una breve carrellata da parte del nostro amico Arcadio sulla definizione in una sola parola di tutti i campionati che mi sono venuti in mente un po' qui, un po' là, quelli più importanti, più interessanti o più conosciuti, e quindi abbiamo sentito come sia un po' ferito quello argentino, come sia crescente quello italiano, come sia un esempio quello tedesco e potenziale quello della Spagna, un po' stabile, stazionario quello della Francia e classico quello dell'Inghilterra. Quelle sorte de personne est celui qui te suit sur le blog et sur Twitter? Quel genre de personne Oui. C'est qui la personne qui cherche de te suivre et de donner aussi son opinion sur le footer.com? C'est surprenant parce que, et c'est la preuve, je pense, que le foot il grandit énormément ici au Québec et au Canada. C'est des gens de tous âges, toute origine, toute classe sociale. C'est vraiment comme chez nous. Mais maintenant, non, mais c'est vrai. Avant, on avait peut-être un profil plus défini du passionné de soccer au Québec. Maintenant, on parle de monsieur, madame, tout le monde, autant des femmes que des hommes, des jeunes, des vieux. Tous âges. Tous âges. Et maintenant, bon, on sait que maintenant, les médias sociaux, c'est plus vraiment un secret pour personne. Hein. Tout le monde, il trouve son compte et puis on aime discuter. C'est un des avantages aussi que nous, on profite en fait du manque de couverture du soccer, du manque de plateformes qu'ont les fans pour s'exprimer. Ils viennent parler avec nous sur les réseaux sociaux. Et voilà, c'est un espace occupé. C'est un espace occupé de discussion et de partage de confrontation. De cette passion, oui, absolument. Sportive.
sportive, toujours dans le respect. Uno spazio, come avete sentito dalle parole di Arcadio, uno spazio tutto da occupare, uno spazio che ha soltanto voglia di crescere con tutti coloro che seguono, con i moderni social network, con i novelli, possiamo dire, mezzi di comunicazione sociali. Merci beaucoup Arcadio Marcuzzi, grazie et on va t'inviter pour commenter encore ce monde merveilleux, questo pianeta fantastico che è il calcio, evidentemente anche per discutere del futuro dell'Impact di Motel. Grazie. Ancora su Sportivi a 360 gradi, a tra poco. Allora, di ritorno con Hassan Tounkara, assistente allenatore per i Citadins dell'Université du Québec a Montréal, però adesso parliamo con Hassan Tounkara, non l'assistente allenatore, però il giocatore. E voglio anche fare una parentesi, perché Hassan mi ha raccontato una storia che mi ha fatto pensare al fatto che alle volte la gente dice ma sport non è cultura, cultura non c'è nello sport. E invece Hassan ha una bella storia da raccontarci che si capisce quanto la cultura e lo sport sono intrinsecamente legati. Hein, Hassan, tu as bien compris? C'est ça, exact. C'est bon, il va falloir que tu parles italien. À la fin de l'entrevue, tu vas parler italien, c'est sûr. Mais comme je dis à nos téléspectateurs, souvent les gens disent bah, sport, c'est pas culture, la culture ne fait pas partie du sport. Mais tu as des anecdotes que tu as racontées quand tu es parti de la Guinée, parce que Hassan est originaire de la Guinée. Tu es parti de la Guinée où vous jouez au soccer. Hein? Évidemment, comme beaucoup de pays africains. Mais vous jouez par pure passion, évidemment. On ne paye pas pour jouer au soccer. Non. J'aimerais que tu racontes cette transition de venir de la Guinée, l'Europe et après ça l'Amérique du Nord. Oui. Comment ça s'est passé? Alors, c'est sûr que quand tu es jeune, tu es né en Guinée, puis c'est sûr que le ballon fait partie de ta réalité, même s'il y a d'autres sports qui sont pratiqués. Donc, le foot étant universellement pratiqué. Donc, du coup, ça reste que c'est une activité libre. Libre, qui ne coûte rien. Ça prend un ballon, des chaussures, puis ensuite un bout de terrain, puis ça fait tout le travail. Donc, on fait le développement dans ce sens, même s'il y a de plus en plus de centres de formation qui se développent aussi sur le continent, oui, avec l'apport des joueurs professionnels, des anciens joueurs professionnels. Donc, c'est sûr qu'en arrivant, en quittant un pays comme la Guinée, puis en arrivant dans un autre comme le Canada, quand tu es un jeune joueur, ta première préoccupation, c'est de trouver un terrain, oui, où jouer. Oui. Alors, tu veux jouer, tu veux continuer ta passion. C'est la première question qu'on se pose, mais où est-ce qu'on peut jouer? Oui. Le paradoxe vient du fait que quand tu retrouves par exemple un club ou quelque chose, puis qu'on te demande que pour jouer, il faut que tu payes. Alors ça, ça coûte 250, 300, 400 $ l'année. Là, ça, c'est un gros choc. Et donc ça, oui, effectivement, c'est un gros choc parce que tu es habitué depuis toute ta jeunesse à jouer sans devoir payer. Définitivement, mais c'est Et c'est quand même un bon niveau. Mais oui, c'est un principe que tu ne comprends pas comment ça se fait que pour jouer au foot, on est arrivé... il faut payer. Il faut payer. Mais c'est quand même, bon, il y a une autre réalité si on veut. Après ça, il y a les infrastructures qui font partie de tout ça. Il faut tout payer, ces choses-là. Donc, c'est sûr que c'est une question, si on veut, qui va outre le fait juste d'être un sport participatif, si on veut. Exactement. Donc, c'est important pour le développement aussi du soccer. Donc, il faut rester un peu pour comprendre la dynamique qui est autour de tout ça. On ne joue pas à l'année longue à l'extérieur. Ça prend des espaces intérieurs, ça prend des dômes qui se développent de plus en plus. Oui, mais tout ça, ça vient avec des coûts. Oui. Et ces coûts-là, il faut les éponger quelque part, notamment par un système où les gens vont payer pour pouvoir s'enregistrer, tout ça. Et donc, il y a des tarifs annuels qu'il faut payer pour chaque saison. Définitivement. Ma Hassan Tounkara, il giocatore, a quanti anni hai cominciato a giocare? Tu as commencé à quel âge? À jouer? 5 ans. 5 ans?
Aussi à loin partir que je de me 5 ans. souvienne, en Que tout tu cas. te souviens, oui, c'est ça. Aussi loin Et que après je me ça, tu souvienne. as monté les échelons Oui, tranquillement. Ici, au Canada, tu es là depuis 17 ans. oui, En arrivant ici, tu as commencé à jouer immédiatement? il faut. Il faut. Il faut Lo commencer, dice come se Le- fa parte dell'essere suo proprio, deve giocare a calcio, perché ha giocato tutta la sua vita, c'est comme respirer. Oui, l'intégration, il passe par là. Il ne passe pas par la langue ou la bouffe, non, il passe par le Autre soccer. raison, Oui, autre passe par là. raison culturelle, Définitivement. comme tu viens de si bien dire, Définitivement. que l'intégration passe par le fait que tu joues au soccer non seulement avec des gens qui viennent de la Guinée, mais avec des gens qui viennent d'un peu partout. Parce que la réalité montréalaise, on le sait, hein, on parle plusieurs langues, on a différentes cultures, chacun essaye de maintenir son petit bout de culture, et c'est ça qui fait la beauté. Toute la beauté de vient ce- de là. Exactement. Toute la beauté vient de là où on brise des barrières. C'est un sport qui va permettre de briser des barrières, des préjugés qui peuvent exister dans n'importe quelle culture. Exact. Alors finalement, c'est un terrain sur lequel on se rencontre, puis on apprend à apprécier l'autre au-delà de son appartenance religieuse ou de sa race ou de son pays Ça d'origine. transcende toutes ces choses-là. Exactement. Donc ça nous permet, ça nous rallie, ça nous permet de Et on finalement, le voit durant la Coupe du Monde, quand il y a une équipe qui gagne. Je pense juste l'autre jour, j'étais dans le quartier Saint-Michel et ils avaient l'Algérie qui venait de gagner. Ils se sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Oui. Il y avait Oui, des voitures, il y avait définitivement. fermé les rues. Oui, oui. On est quasiment en plein hiver et le monde avec les drapeaux qui se promenaient. Ah Donc, oui. c'est une manifestation et une fierté, hein, si on veut, de chacun qui est représenté par cette équipe qui joue un soccer. Mais elle ne représente pas juste le sport, elle représente la culture en général Exactement. de ce pays. D'où la beauté du Canada et le Québec en termes de multiculturalisme. Exactement, exactement. Et Hassan, quelle position il joue, Hassan? Demi-défensif. Tonkara? Demi-défensif? Oui. Donc, un autre qui a une transition quasiment naturelle vers le coaching en étant plus vers l'arrière du terrain, milieu-arrière, Ouais. on réussit à avoir une bonne perspective sur le jeu. Oui, en fin de carrière pour moi, finalement, on va dire, on commence en avant, ensuite on se Ouais, retrouve ouais, sur c'est les ça. ailes. Parce puis que, Hassan, je sais que graduellement, tu cours pas mal. Oui, ça fait partie de mes passions, entre autres. Il faut dire que j'ai joué longtemps sur les ailes, Ouais. à galoper. Je te voyais comme ailier parce ouais. que... J'ai joué longtemps sur les ailes. Donc, par la force des choses, des fois, un jour qui manque, un coup de poker d'un coach, comme ça a été dans mon cas, où finalement, Est-ce je que me tu suis aimais jouer retrouvé. sur l'aile? Ah oui, c'est mon échappatoire parce que ça me permet D'aller à pleine bouffer les vitesse, espaces. aller vers le but, de évidemment. bouffer les espaces. Voilà, Donc, voilà. Il faut avoir un certain pas de talent pour ça. ah oui, On sait. Et des bonnes jambes, définitivement, des c'est très ça, bonnes jambes. c'est ça. Il faut courir. Ça, c'est oui, sûr, oui, c'est beaucoup, sûr, beaucoup, beaucoup. Et quel sûr. autre sport est-ce que Hassan Tonkara pratique? Je pratique encore sporadiquement le basket. Je nage de plus en plus. Et aussi le badminton que j'ai découvert avec une blessure. Le badminton, tu as commencé à jouer ça ici? Oui, j'ai définitivement, ça fait 2 ans que je joue au badminton. Justement découvert à l'UQAM, au centre Oui, sportif, oui, oui, oui. avec beaucoup de partenaires talentueux qui Ah oui, nous ont, oui. avec toute cette ouverture, qui nous a permis de... Effectivement. Et Exactement. quelqu'un qui a une forme comme ça, est-ce que tu vois des ressemblances entre le badminton et le soccer au niveau de la préparation physique? Moi, je dirais que le badminton est un sport qui m'a permis de comprendre beaucoup de paramètres en tant que joueur de soccer. C'est vrai? Parce que c'est un sport de réflexe, où il y a des mouvements instantanés, de gauche à droite, en arrière, en avant, où on réfléchit constamment. Alors, Oui, c'est parce un qu'on volant. attaque et on défend en même Ah temps. ben oui, définitivement. Alors, on observe son adversaire de l'autre côté. l'adversaire. Donc, du coup, moi, c'est un sport, par exemple, à ma situation de demi-défensif, qui m'a permis d'élargir on va dire, ma vision de jeu. Capacité où il faut couvrir d'analyse. Exactement, rapidement. Et il faut que ça soit- Rapidement à prendre des décisions Excellent. dans un laps de temps très réduit. C'est une belle façon d'expliquer le lien entre ces deux-là. Allora, ci spiega il signor Hassan qui che gioca non solo a calcio ma anche a badminton e ho domandato come il badminton è simile o no al calcio e dice che è molto simile, gli ha permesso infatti
che lui demi-defensif giocava, ha permesso di avere questa capacità di analisi molto più approfondita, perché allo stesso tempo che si è in offensiva, al badminton si deve anche considerare che si è in difesa e quindi si permette di capire certe cose durante il gioco e di capire anche il suo avversario, di anticipare quello che il suo avversario può fare. È tutto questo che ha imparato a livello del badminton, che è solo da 2 anni che lo pratica, perché in Guinea forse non l'hai praticato, da 2 anni lo applica anche a livello calcistico. Quindi come lo sport, des fois le sport, on peut avoir des méandres de un à l'autre et on apprend des choses en essayant différentes choses. Absolument. Ça, c'est la belle chose. Et tu joues encore au soccer? Oui. Donc, avec des équipes Oui, en dehors donc de l'UQAM? après le circuit universitaire où j'ai joué 5 ans, j'ai joué toutes mes années où le maximum c'est 5 ans. J'ai été pendant 4 ans capitaine de cette équipe, donc avant de passer dans la zone de coaching. Donc mais après ça, il y a des ligues civiles. Oui. Donc on revient dans les ligues civiles pour nous permettre de continuer à pratiquer notre passion. Hassan, merci. On nous dit que le temps s'est déjà évaporé, ça va tellement si vite. Merci infiniment d'être venu a Sportivi. Ça m'a fait plaisir. Molta fortuna nella tua carriera di coach di soccer. Merci beaucoup. Arrivederci tutti. Arrivederci tutti, bravo. Allora, non andate via, dopo questa breve pausa si continua con Sportivi a 360 gradi. Un'altra puntata di Sportivi a 360 gradi sta per concludersi e questa sera avete capito che il calcio universitario è un dominio abbastanza particolare che non è sempre facile a gestire, però con Hassan Tunkara ci ha fatto capire che ci sono delle belle possibilità non solo come giocatore ma anche come allenatore dopo la carriera calcistica da giocatore. E tu Marco invece... Sì, sicuramente mi sembra molto interessante questa analisi che hai fatto, perché fra l'altro l'università è un mondo che serve per passare dall'età adolescenziale a quella adulta, si diventa un po' più coscienti anche dello sport. Una bella transizione. Esattamente, una transizione che invece abbiamo fatto in altro modo dal fenomeno sport al fenomeno mezzi di comunicazione con Arcadio, che ci ha spiegato questa sua eccezionale passione per il calcio che si trasmette un po' in tutti i campionati europei e americani e altrove nel mondo. Basta che ci sia una sfera di cuoio. E che possono scriverci. Vero? Sì, ci scrivono, abbiamo un'email a disposizione per voi, la vedete sullo schermo, sportivi360@retemontreal.com. Grazie allora a tutti del vostro ascolto e buonasera.